Je vais vous présenter les grandes lignes du projet stratégique qui a été établi par ce groupe de travail. Alors juste pour commencer, pour revenir, effectivement, le Conseil national de la santé mentale a été créé il y a un petit peu plus d'un an par Marisol Touraine. Il est présidé par Alain Orenberg et copiloté, que vous voyez, par les différentes directions du ministère de la Santé, la DGS, DGOS, DGCS. Il y a actuellement 4 groupes de travail. Alors c'est commission, groupe de travail, je ne vais pas vous faire le détail, mais simplement de retenir qu'il y a parmi ces activités un groupe de travail sur la prévention du suicide qui a été lancé dès le début, dont vous voyez ici la composition. Alors, bon, peut-être oublier un certain nombre de gens, mais vous voyez qu'il y a des personnalités, il y a des membres des différentes directions, et pas uniquement des directions du ministère de la Santé, mais également de l'Éducation nationale, de l'administration pénitentiaire, etc. Et puis, un certain nombre de personnes qui sont, ou de personnes représentant des associations ou représentant des institutions qui ont été sollicitées au cours des travaux de ce groupe de travail, et notamment les associations et les associations d'écoute, et vous verrez pourquoi. Alors, là, je ne vais pas vous rappeler un certain nombre de choses que vous connaissez bien et qui ont été rappelées pendant tout le long de ce congrès autour du suicide, des chiffres, du retentissement, de l'impact que peut avoir le suicide, tant sur le plan personnel, sur l'entourage, que sur le plan médico-économique. Mais c'est vrai que le groupe de travail est parti sur l'idée qu'il existe des possibilités de prévention du suicide, donc de diminuer la mortalité, également la morbidité liée au suicide, un petit peu à l'image de ce que nous avons pu voir pour la mortalité sur les routes en France, puisque vous savez que là, la mortalité a considérablement diminué depuis les années 70, et passé de chiffres qui approchaient ceux du suicide, de 10 000 à entre 3 000 et 4 000, qui est bien sûr une prévention qui est perpétuellement en réactualisation, mais un peu cette idée, la prévention peut avoir un impact tout à fait intéressant. Et donc, mortalité évitable signifie aussi des stratégies de prévention, de mobilisation des ressources, et également travailler sur des objectifs qui peuvent être évaluables. Alors, le groupe de travail est parti d'abord et avant tout sur les recommandations du Haut Comité de santé, du Haut Conseil de santé publique, qui a établi ses conclusions sur le plan national d'action contre le suicide en 2016 et qui a fait un certain nombre de préconisations qui sont tout à fait importantes, donc d'intégrer le suicide dans les politiques de santé mentale, et ceci de façon pérenne, en s'appuyant sur des données probantes issues de la littérature nationale et internationale, montrant qu'il y a des actions qui peuvent marcher, qui ont fait preuve de leur efficacité. Et donc, il s'agissait d'essayer de réunir un certain nombre de conditions, donc de viser d'avoir comme objectif une réduction du nombre de suicides, de proposer un suivi des personnes suicidantes, ça, vous voyez à quoi je fais référence, et puis surtout de tenir compte des contextes régionaux, des catégories à risque. Ça, c'est un point important et qui a peut-être été on va dire négligé, mais en tout cas mis de côté dans les travaux suivants. Et puis, vous voyez un certain nombre de choses, d'intégrer la formation des professionnels, d'intégrer les lignes d'écoute téléphoniques, d'information du public, des réseaux de prise en charge, mettre en place une ligne et être capable d'intervenir en ligne avec les réseaux locaux. Donc, vous voyez, c'était des recommandations qui s'appuyaient sur des données tout à fait probantes. Le Haut Conseil de santé publique a également à souligner les limites qui peuvent expliquer un impact finalement relativement limité ou modéré sur la réduction des décès par suicide et tentatives de suicide jusqu'à présent, malgré la mise en place de ce plan d'action. C'est-à-dire que ce qui a été repéré par le Haut Conseil de santé publique, dans lequel il y avait Xavier Briffaut en particulier qui y travaillait, les populations à risque étaient peu ciblées, c'était plutôt des actions diluées sur des facteurs de risque tout à fait généraux, une absence d'objectifs chiffrés quant à la réduction du nombre des suicides et des tentatives de suicide, des actions ayant insuffisamment impliqué les premières lignes, et peut-être en particulier les médecins généralistes, je vais y revenir, des actions de politique de santé mentale, ce que je vous disais tout à l'heure sur le phénomène de dilution, et très peu véritablement spécifiques,
des absences de moyens financiers dédiés, bon, ça c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de choses, mais enfin qui est aussi important, et puis des points qui sont essentiels et qui vont être à la base des travaux de ce groupe de travail, une gouvernance qui n'est pas suffisamment concertée entre les différents acteurs, le manque d'une réelle dynamique interministérielle, et puis une implication qui a été ressentie par les ARS, qui sont quand même les opérateurs les plus importants pour la mise en place des dispositifs sur le plan régionaux, eh bien, une implication ressentie comme insuffisante et nécessitant, les ARS étant plus en attente de mise en réseau, de coopération plus active, de propositions plus concrètes, de déclinaison de programmes nationaux dans les régions et les territoires. Alors, vous voyez, là, on est parti sur l'ensemble des facteurs de risque du suicide. Il y a des facteurs de risque qui sont sociaux, environnementaux, qui sont distants. Et la volonté du groupe de travail a été, dans le but d'avoir une certaine efficience dans l'action, de se concentrer sur ce qui se passe autour de la crise suicidaire, en passant des moments du désespoir, de la dépression, de l'idéation suicidaire, la crise suicidaire et bien sûr de la tentative de suicide ou du décès par suicide. Et donc de concentrer ces actions sur la prévention des facteurs qui peuvent contribuer à aller, comme vous le voyez ici, vers le rouge. Alors, l'idée du groupe de travail, c'est de mettre en place un nouveau paradigme. Alors, la nouveauté ne concerne pas des dispositifs nouveaux qui seraient créés de toutes pièces, mais c'est surtout dans les termes et les qualificatifs que vous voyez ici, des actions qui vont être concertées, qui vont être combinées et territorialisées. C'est vraiment avec une volonté de pouvoir appliquer des dispositifs de prévention sur les territoires, dans la proximité, qui est tout à fait important. Et donc cela s'appuie sur une politique qui est volontariste, encore une fois concertée dans le champ de la santé mentale, promouvoir la prévention visant à une réduction effective du nombre de suicides, centrée sur les personnes les plus à risque suicidaire. Alors les méthodes utilisées par ce groupe de travail, qui a vu le jour dès le début du Conseil national de santé mentale, on a une année qui a été consacrée à faire des auditions des gens qui portent des initiatives, qui ont des actions qui sont soit évaluées, soit évaluables dans le champ de la prévention du suicide. En France, ailleurs aussi, il y avait une évaluation, vous avez vu dans le groupe de travail, on a sollicité nos collègues québécois, belges, suisses, et où nous avons pu mobiliser l'ensemble des acteurs de terrain déjà engagés. Vous savez qu'il existe de nombreuses initiatives locales, parfois peu connues ou mal soutenues, parfois exposées à l'épuisement, et il nous a semblé tout à fait important de pouvoir entendre tout ça. Donc, vous voyez, une première année qui a été consacrée à l'audition et surtout à en retirer ce qui pourrait être souligné en termes de stratégie et d'innovation dans ces actions existantes. Alors, notre travail nous a amené à proposer un kit. Alors, le terme kit, il est, bien sûr, on peut le changer, mais enfin, il vaut ce qu'il veut, il est en tout cas tout à fait compréhensible. Un kit de prévention du suicide, donc qui dit kit dit aussi un certain nombre de composants dans ce kit. L'idée, c'est que ce kit doit pouvoir s'adapter au contexte des territoires et donc être audible, compréhensible, lisible par les ARS, et contenant des actions qui sont innovantes et surtout complémentaires. Et on imagine bien que même dans le portage de ces actions, il puisse y avoir une mutualisation des moyens humains ou des moyens techniques. Alors, dans ce kit, il y a 5 composantes qui sont essentielles. Le maintien, que je vais énumérer brièvement parce que vous les connaissez bien sûr tout à fait. Le maintien du contact avec le suicidant, la mise en œuvre d'un numéro unique ou d'une ligne d'appel d'urgence, ça c'est le chantier actuel sur lequel nous travaillons, la prévention de la contagion suicidaire, la formation des professionnels de première ligne et l'information du public. Vous voyez, 5 constituants essentiels qui constituent ce kit. Alors, juste là, je vais énumérer rapidement les premiers. Le maintien du contact avec les suicidants, c'est
comment organiser le suivi en sortie d'hospitalisation à la suite d'une tentative de suicide. Cela s'appuie sur le fait que d'avoir fait une tentative de suicide, c'est le facteur de risque le plus important de décéder par suicide ou de refaire une tentative de suicide. Et vous savez que 50% des suicidants quittent les urgences quelques heures après leur admission. Et puis, bon, pour la majorité, c'est dans la semaine. Et l'idée, c'est de maintenir le lien. Tous les travaux vous ont été présentés, en particulier par Guillaume Veva avec le dispositif Vigilance. Savoir qu'il y a des dispositifs différents sur le territoire français, mais celui-ci a le mérite d'être en cours d'évaluation. Et donc, c'est bien sûr quelque chose qui inspire considérablement le groupe de travail. Deuxième point, la formation des professionnels de première ligne. Là non plus, ce n'est pas une innovation, c'est quelque chose qui existe et qui a déjà une ampleur considérable sur le territoire. Mais l'idée est de veiller à un meilleur maillage régional des personnes ressources en fonction des dynamiques territoriales. Ah, je crois que c'est revenu. De faire évoluer, bien sûr, un référentiel de formation, ça s'actualise, et de le faire évoluer à l'intervention de crise, et bien sûr c'est en collaboration avec le GEPS, avec notamment, et ça a été souligné par le rapport du Haut Conseil de santé publique, c'est de développer un module spécifique à l'intention des médecins généralistes relatif à la dépression, puisque vous savez que c'est un pourcentage considérable de personnes décédées par suicide dont on savait qu'ils souffraient de dépression avant leur décès, et que le repérage en médecine générale est quelque chose de tout à fait important, et donc d'insister sur ce point-là dans ce chapitre. Troisième point, veiller au traitement médiatique et à la prévention de la contagion suicidaire. Donc là, il s'agit du développement de ce qu'on connaît comme étant le programme Papageno, limitant les effets de la contagion suicidaire par les médias, dans les institutions, quelles qu'elles soient, travailler sur les hotspots, travailler sur les réseaux sociaux, les populations vulnérables, et avec l'intérêt aussi de ce programme qui a une plasticité qui est tout à fait importante et qui s'adapte et qui s'actualise en fonction des sollicitations sociales. Quatrième point, renforcer l'information du public. C'est tout à fait important de connaître les ressources et surtout de connaître les ressources locales. Ça, c'est un point qui a été débattu avec, par exemple, nos auditions avec les lignes d'écoute, qui parfois sont nationales et qui ont une visibilité parfois très modérée des ressources qui existent localement, ou adresser une personne qui appelle, qui est en crise suicidaire lorsque on est loin. Et c'est vrai que ces données-là, cette accessibilité des ressources, c'est un point tout à fait important, et c'est une action qui est menée là avec Santé publique France. Et enfin, je vous disais tout à l'heure, c'est le chantier actuel, la mise en place d'un numéro unique à destination des suicidants, de leurs proches, des professionnels, qui serait une ligne, au bout de cette ligne, avec des professionnels qui sont formés à l'intervention téléphonique, à la crise suicidaire, capable d'orienter, selon les besoins, vers les ressources les plus pertinentes. C'est pour ça, ce qui signifie aussi une bonne connaissance des ressources locales pour les personnes appelantes. Donc vous voyez, ces 5 points sont les objets plus ou moins évolués. Je vous dis le chantier du numéro unique et le chantier actuel. Et pour cette année 2018, l'idée, c'est bien sûr de poursuivre sur ce fil conducteur, de faire des propositions là très concrètes et très opérationnelles. Donc nous rentrons dans la phase opérationnelle au-delà des auditions que nous avons pu mener, et donc de faire des propositions qui, bien sûr, soient intégrées dans la stratégie santé mentale globale, qui soient aussi articulées à d'autres sollicitations. Vous savez qu'il y a des groupes de travail, que ce soit au sein du Conseil national de santé mentale ou par d'autres perspectives, qui sont très demandeurs de mise en place de dispositifs, et donc de pouvoir s'articuler avec les publics plus vulnérables, les jeunes, et en particulier, là, nous allons très prochainement débuter une articulation et une déclinaison du kit avec l'administration pénitentiaire sur la thématique du suicide des détenus, et voir comment ce kit peut être adapté en fonction des contraintes du milieu pénitentiaire, que ce soit en intrapénitentiaire, mais aussi dans le suivi post-carcéral. Donc vous voyez, là je vous dessine un peu le programme de l'année 2018, mais encore une fois, pour conclure, d'insister sur le fait que
les actions qui sont portées par le Conseil national de santé mentale dans ce groupe de travail sont les actions qui répondent à des données probantes, qui ont fait preuve de leur efficacité, qu'on souhaite combiner, articuler, de façon à pouvoir, là aussi, se fixer des objectifs chiffrés sur la diminution de la suicidalité, que ce soit en termes de décès ou en termes de tentatives de suicide. Je vous remercie de votre attention. Je vous propose qu'il y ait quand même une ou deux questions avant que nous passions à la session suivante, puisque ce n'est pas nous qui avons prévu le retard initial. Moi, je voudrais quand même juste, Pierre, souligner que, en tout cas dans ce que moi j'attends du Conseil national de santé mentale, je suis étonnée que vous n'ayez pas prévu d'aborder la question du numérique et de la place du numérique dans la prévention du suicide, et en particulier avec justement dans cette dynamique de concertation que vous proposez, comment justement pouvoir essayer d'avoir un pilotage concerté de tout ce qui est en train d'émerger, au risque, s'il n'y a pas effectivement de coordination, que chacun développe son petit site, son petit appli, son petit machin dans son coin, et on ne saura pas très bien comment gérer ça derrière. Et avec actuellement aucune démarche qualité, aucun label qualité proposé dans une démarche éthique absolument indispensable si on veut pouvoir effectivement avancer sur ce registre. Alors tout à fait, c'est essentiel, et puis bon, les communications qu'on a entendues ici le démontrent. Alors il y a deux choses, deux niveaux de réponse. D'abord, je disais, l'activité de ce groupe de travail s'articule avec d'autres commissions, groupes de travail du Conseil national de santé mentale, dans lequel il y a une réflexion, une commission qui réfléchit sur le numérique et la santé mentale. Donc bien sûr, il y a une articulation qui va être possible, il y aura des sollicitations du groupe de travail dessus. Et puis, c'est vrai que là, j'ai décliné les grandes lignes du kit. Il est évident que dans les outils qui vont devoir être déployés pour l'un ou l'autre, que ce soit le recontact, que ce soit la prévention de la contagion, que ce soit la formation, que ce soit le portail, etc., le numérique a une place considérable et va, comme ça a été dit tout à l'heure, amplifier les possibilités d'action et d'efficience des différentes composantes qui vont constituer le kit. Donc je crois que c'est évident. Et c'est pour ça que je dis que là, cette année 2018, nous passons à la phase opérationnelle. Il y aura bien sûr le chiffrage, combien ça va coûter, et ça, c'est quelque chose sur lequel nous avons déjà réfléchi, mais aussi quels outils vont être nécessaires pour déployer au niveau des ARS. Qu'est-ce que les ARS sont capables d'absorber en termes d'outillage pour développer sur la région, et comment le numérique va pouvoir les aider aussi à développer. Oui, j'ai une question, je suis là. Merci pour votre présentation. On sait qu'il y a certaines psychothérapies qui sont de plus en plus évaluées sur la réduction des risques de passage à l'acte suicidaire, la diminution de la dépression, etc. Est-ce que vous avez prévu de vous intéresser justement à ce qui fonctionne bien dans ce cadre-là en termes de psychothérapie? Alors, je crois que vous avez vu le point commun entre les différentes actions menées, proposées par le groupe de travail, sont les actions qui vont faciliter l'accès aux soins et l'accès aux ressources. Et c'est probablement ce qui est la problématique la plus importante actuellement, c'est de pouvoir faire accéder la personne à la bonne réponse ou à la possibilité d'être écoutée, etc. Et donc là, évidemment, la psychothérapie, le dispositif peut être mis en place, mais c'est plutôt d'essayer de faire accéder, et c'est vraiment l'essentiel, accéder aux ressources. Pour ça, il faut avoir une connaissance des ressources, il faut savoir quels sont les freins qui font que ces publics dits cibles, vulnérables, n'accèdent pas à ces soins. Et c'est plutôt dans cette dimension-là que nous souhaitons, évidemment, après, la pratique, la psychothérapie, l'aide, le soutien, l'accompagnement est quelque chose qui existe, mais l'accent est mis sur l'accès. Alors, en vous écoutant, là, ça m'a fait penser, Rémi Badoc, c'est Pierre en Alsace, un projet de centre de prévention du suicide, parce que ce que vous déclinez, on pourrait bien imaginer que sur un territoire, puisque moi je crois beaucoup à la place du territoire, tous ces outils puissent être déclinés par un centre hospitalier ou en collaboration. Et là où je tique un peu, c'est sur l'histoire du numéro unique. Moi, j'y crois pas. Un numéro doit être régional ou départemental
pour vraiment, parce que c'est complexe, la connaissance de qui fait quoi, de qui je peux mobiliser à ce moment-là. Et je pense qu'il devrait y avoir une déclinaison régionale ou départementale ou régionale. Mais le national, j'ai un peu du mal. Alors, il y a d'abord sur la première partie de votre question, c'est vrai que vous dites un centre, enfin peu importe le centre, mais un certain nombre d'acteurs qui vont être impliqués dans l'une ou l'autre des 5 actions, eh bien, peuvent se partager. Ceux qui font du recontact peuvent aussi participer à un programme de prévention de la contagion, peuvent être aussi impliqués dans la formation. Donc il va y avoir, l'idée c'est qu'il y ait des équipes qui puissent avoir une action combinée sur différents aspects du kit. Ça, c'est la première chose. Concernant le numéro unique, évidemment, il y a un débat autour du numéro unique sur la possibilité. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est quelque chose qui soit accessible pour les personnes vulnérables et puis qui puisse aussi articuler les différents acteurs. Parce qu'on s'est rendu compte que dans l'appel des personnes en détresse, et puis éventuellement et potentiellement avec un risque suicidaire, eh bien, il y a beaucoup de possibilités d'écoute. Il y a des associations d'écoute, il y a, pour en citer quelques-unes, je les ai montrées tout à l'heure, SOS Amitié, etc., et qui ont une très forte expérience dans l'écoute, mais n'ont pas forcément la connaissance des ressources lorsqu'ils sont confrontés à quelqu'un avec une crise suicidaire. C'est quelque chose qui arrive, heureusement, c'est pas en permanence tous les 5 minutes, mais c'est quand même, ça arrive suffisamment souvent pour créer. Et l'idée, c'est comment arriver à combiner eh bien, les appels qui sont anonymes et comment, lorsqu'il y a une crise suicidaire, un véritable danger, est-ce qu'on peut basculer sur quelque chose qui n'est plus anonyme avec la possibilité d'intervenir. Et là, derrière ça, il y a des questions bien sûr techniques, mais il y a aussi des questions éthiques sur lesquelles nous travaillons avec ces associations. Et puis, de l'autre côté, il y a l'articulation avec les numéros d'urgence tels que le 15 et la régulation, hein, et comment arriver à réguler. Alors, je ne peux pas dire encore actuellement jusqu'où le groupe de travail arrivera dans la cohésion entre ces différentes sources d'appel, mais c'est véritablement chose. Alors, après qu'il y ait une réponse régionale et une réponse voire territoriale sur une demande, sur un appel de détresse, ça, c'est tout à fait d'accord. Mais c'est pas forcément antinomique avec un numéro unique. Enfin, ça, c'est... Ouais. Dernière question, et après nous gérerons nos frustrations. Pardon. Moi, j'ai quand même une question. J'étais un peu mal à l'aise parce que je me dis que dans ce programme, il n'y a pas de place pour les... Enfin, en tout cas, on n'a pas réfléchi à l'utilisation des ressources que sont les psychiatres libéraux. Et il y en a quand même 5 ou 6 000, je crois bien. Et j'ai l'impression que... Bon, quid de l'utilisation? Ils risquent d'être plus nombreux parce que je crois qu'on forme de plus en plus, enfin, un nombre important de nouveaux internes, donc de futurs psychiatres qui vont peut-être s'installer. Et ils ont peut-être quelque chose à faire. Alors, là, c'est une très bonne question. En fait, c'est un groupe de travail du Conseil national de santé mentale. C'est-à-dire que, et encore une fois, l'idée que les propositions puissent se territorialiser, ça veut dire que tout ne peut pas venir d'une proposition ou d'un cahier des charges qui soit national. Il est évident qu'il doit y avoir un dialogue entre quelque chose qui représente un kit, hein, et qui est proposé aux régions, et qu'il y ait un retour des régions et une mise en place des dispositifs sur les régions. Donc ce que je propose, c'est une vue nationale d'un programme, c'est-à-dire qu'une volonté d'essayer de faire qu'il y ait une volonté politique pour déployer une politique efficace de prévention contre le suicide, donc en se donnant un certain nombre de moyens, mais en laissant justement la possibilité de dialoguer avec les cultures locales, avec les histoires locales, avec les configurations géographiques, urbaines ou pas locales, permettant de mettre en place des choses. Alors après, c'est pour ça que la place des psychiatres libéraux est bien sûr essentielle dans le maillage de la réponse à une prise en charge de quelqu'un de suicidant, peut-être pas dans l'urgence, dans la crise suicidaire ou dans les médias, sauf peut-être quelques dispositifs qui sont mis en place dans telle ou telle ville ou dans telle ou telle campagne, mais ça qui sont connus localement, qui sont connus aux ARS. Et donc c'est aussi aux ARS et aux territoires de faire des propositions locales pour complémenter le dispositif qui est proposé sur un cahier des charges national. Pour ça, donc c'est pas du tout, encore une fois, antinomique. On n'est pas dans une opposition, on est au contraire dans une complémentarité.